en ce beau vendredi pour ce 5e webinaire qu'on a appelé cette fois-ci Investir en 2021. J'ai souri ce matin parce qu'en enfilant ma petite robe, je me suis rappelé que notre premier webinaire, c'était l'occasion de la porter. Alors, je suis de retour avec la même robe que pratiquement il y a 1 an et la même repousse de cheveux blancs parce que les salons de coiffure sont encore fermés. Donc, vous allez voir que je n'ai pas beaucoup changé dans les 10 derniers mois. Sans blague, qui aurait cru qu'on se verrait encore dans un mode de semi-confinement rendu à notre 5e webinaire. J'en profite pour souhaiter une belle année. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand même, il y a plein de positifs, selon nous, qui s'en vient pour la prochaine année. Donc, on va essayer de garder ça positif. Évidemment, on va faire un petit bilan là, de l'année qui vient de passer, mais le but, c'est vraiment de regarder vers le futur aujourd'hui. Donc, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Mon nom est Sandy Lachapelle. Je suis planificatrice financière indépendante, présidente de La Chapelle Finance Intelligente et j'ai le bonheur d'organiser ces webinaires avec mes confrères, consoeurs de l'industrie, donc Mme Julie Gay de Services financiers Julie Gay. Bonjour. Et M. Francis Frappier, président de Finexia. Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller comme un rondement. Je vais commencer par ma partie. Aujourd'hui, on va faire en fait 3 sections. Je vais vous faire un bilan de l'année 2020, un survol des marchés pour 2021. Ensuite, Francis va vous présenter le prêt REER, donc est-ce pertinent ou non de l'utiliser. Et puis, je vais terminer avec Julie qui va vous faire une présentation sur l'investissement responsable. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer avec l'outil chat. Et puis, à la fin, on pourra y répondre. Donc, on se garde une période de questions à la fin pour que les présentations se fassent assez rondement. Donc, je vais partager mon écran et commencer ma présentation. Est-ce que vous voyez bien à l'écran ma présentation? Absolument, Sandy. Parfait. Et puisque j'ai tendance à parler longtemps, on s'ajuste. Cette fois-ci, je me mets un petit minuteur parce que, dans le fond, je vais essayer de vous faire ça en 15 minutes pour que ce soit le plus synthèse possible et le plus dynamique possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ma première partie? Comme je l'ai dit, un bref retour sur 2020. Au niveau du survol des marchés, on va aussi regarder ce qu'on s'attend pour 2021. On va voir pourquoi c'est important en 2021 de profiter du contexte pour revoir votre plan d'investissement et on va se questionner à l'effet si c'est un bon moment pour devenir un investisseur boursier. Mise en garde légale, donc évidemment, cette présentation-là n'est pas un avis juridique, comptable professionnel, fiscal. Ce qu'on va parler, ce qu'on va vous donner, ce sont des données générales. Donc, évidemment, vous devez consulter des professionnels pour toute question précise. On vous mentionne également que les rendements passés ne sont pas garants du futur. Et je vous ai aussi indiqué mes sources. Ces présentations-là, vous pouvez toujours les demander également, on peut vous les fournir. Là. Donc, évidemment, je me suis servi des publications de plusieurs sociétés de placement comme Placement Mondial, CI, Manuvie, Mackenzie, etc., etc. Donc, ce sont de l'information c'est de l'information qui est fiable et qui a été vérifiée. En fait, ma mise en garde la plus pratico-pratique, parce que là, vous comprendrez que ça, c'est l'aspect conformité, légalité que je vous ai présenté. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire de vous des investisseurs aguerris, autonomes. Donc, ce n'est pas un cours sur l'investissement. C'est vraiment un moment qu'on voulait prendre avec vous afin de vous aider à comprendre vers quoi s'en vont vos portefeuilles. Donc, vous travaillez avec moi, Julie, Francis, sur vos placements de façon générale. Donc, on veut vous aider à avoir un niveau de connaissance supérieur, à bien comprendre ce qui se passe dans vos portefeuilles. Mais évidemment, ce n'est pas une formation technique sur l'investissement, donc on ne fera pas de vous des investisseurs. Et une autre mise en garde, c'est que juste faire sûr, baisser les attentes. Si vous êtes ici en pensant qu'on va vous dire quel titre boursier acheter, ce n'est pas le cas non plus. Donc, ce n'est pas le but de la présentation. Et d'ailleurs, on n'a légalement pas le droit de faire ça. Donc, on n'est pas des courtiers en valeurs mobilières. Donc, on ne vous donnera pas le titre boursier à acheter ce mois-ci, la saveur du mois. Donc, ce n'est pas le but de la présentation. Ceci étant dit, 2020, quelle belle année.
ce qui devait être la plus belle année de ma vie s'est transformé en une belle année, mais peut-être pas la plus belle. Au niveau des marchés, au début 2020, en fait, ça faisait déjà pratiquement 2 ans qu'on commençait à penser à un recul des marchés boursiers. Ici, au bureau, on avait dans le fond développé les portefeuilles modèles en fonction d'une baisse potentielle, mais tout le monde parlait à ce moment-là, au début de l'année, d'une possible récession aux États-Unis, de l'incertitude que pourraient emmener les élections américaines. On avait entendu parler de la COVID, mais on recevait plein de communications des sociétés de placement à l'effet que oui, la COVID, c'était tout à fait réel, mais que ce n'était pas la principale inquiétude à ce moment-là. Donc, finalement, bang, en février, l'arrivée du coronavirus en Amérique du Nord. Donc, c'est comme s'il fallait que ça arrive dans nos marchés pour que, puis qu'on se rende compte à quel point, dans le fond, ça devenait une pandémie et pas juste l'apparition d'un nouveau virus. Donc, vous aviez peut-être vécu un deuxième trimestre avec beaucoup d'émotions. On le voit encore une fois ici au bureau, on est capable de voir là, les connexions des clients à leur compte de pic en ligne. Et puis, évidemment, il y en a certains que ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient jamais été voir le solde de leur placement, mais là, soudainement, les visites étaient régulières. Donc, les gens s'inquiétaient. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que je devrais vendre, etc. Donc, vous avez peut-être vécu cette émotion-là. On a répondu à beaucoup de questions, on a rassuré beaucoup de clients à ce moment-là de façon générale. Et puis, il est arrivé ce que je qualifierais d'une impressionnante reprise au 3e et 4e trimestre. Donc, comment ça s'explique? C'est que, vous savez, les marchés boursiers anticipent l'économie. Donc, parce que les gouvernements ont massivement investi afin de soutenir la consommation, soutenir les ménages, soutenir les entreprises. Donc, rapidement, le marché s'est vraiment repris. Donc, aux États-Unis, d'ailleurs, c'était particulièrement vrai. L'indice SP 500, il avait regagné toutes ses pertes à la mi-août, donc ce qui dépassait toutes les attentes de tous les investisseurs à ce moment-là. Donc, puis au dernier trimestre, c'est sûr qu'on a vu réapparaître les cas de COVID-19 un peu partout avec les deuxièmes vagues. Mais puis même dans certaines économies, là, un retour à un certain confinement. Mais bon, il y a une espèce de vague de positivisme qui s'est quand même maintenue sur les marchés avec le déploiement des vaccins. Puis, dans le fond, les élections américaines qui ont fait quand même des vagues, mais peut-être moins que certains avaient anticipé. Donc, le bilan des marchés, c'est quoi les leçons qu'on retire de 2020? Donc, première, c'est que c'est impossible de prédire les marchés. On a la preuve que d'essayer de synchroniser les marchés, c'est impossible. Je mets au défi n'importe qui dans la salle de lever la main en disant « Moi, je savais que le 23 mars, là, on avait atteint le creux, puis c'est vraiment le temps d'acheter, puis je vais faire beaucoup d'argent. » Donc, il y a beaucoup de gens même qui ont manqué le bateau parce qu'ils attendaient que tout portait à croire que ça allait baisser plus vite ou baisser plus longtemps. Mais finalement, dans le fond, les marchés sont remontés assez rapidement. Donc, plusieurs ont manqué le train de la reprise. Puis ceux qui ont vendu en mars l'année passée ont encaissé des pertes énormes. Donc, les deux autres leçons qu'il faut vivre avec ça, donc qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec la volatilité. Je vais vous apporter sur un site en espérant que ça fonctionne. Est-ce que ça a changé de présentation ou pas? Non, Sandy. Okay. Tu es toujours avec le bilan des marchés. Il faut juste que tu choisisses. Oui, alors je recommence. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez mieux le tableau en vert? Absolument. Donc, ce tableau-là, pour moi, je l'ai inséré dans la présentation. Je vous enverrai le lien si ça vous intéresse, mais pour moi, il parle énormément de la nécessité d'apprendre avec la volatilité. Donc, il faut être à l'aise avec les montagnes russes dans les marchés maintenant. Si vous regardez en bleu ici, vous avez ce que, dans le fond, on a atteint comme creux en 2020. Et vous avez en vert l'écart avec le pourcentage de reprise par rapport au plus creux. Donc, c'est vraiment des yo-yo, peu importe les catégories d'actifs. Et dans le fond, pour moi, une autre belle leçon, c'est de rester investi. Donc, on le voit encore là au niveau
des actions américaines ou des marchés émergents. Donc, oui, ça a baissé énormément au moment de la correction des marchés. Mais si on regarde, finalement, on a fini l'année de façon positive. Et donc, les gens qui ont été bien capables de gérer leurs émotions et qui sont restés investis en sont sortis gagnants. Je retourne à ma présentation. Un autre tableau qui illustre très bien pourquoi il faut rester investi. Nos clients, je pense qu'ils l'entendent souvent sur l'importance de rester investi, mais c'est le fun de trouver un graphique qui, dans le fond, l'illustre parfaitement. Donc, c'est sûr que c'est un graphique qui est théorique, mais qui va vous montrer quand même cet effet-là. Donc, vous voyez ici à gauche, vous avez l'investissement. Donc, pour quelqu'un qui a conservé ses investissements dans l'indice composé SP500 TSX, termine l'année à 5,6 au 31 décembre. Si la personne a vendu son placement et puis elle a raté la meilleure journée de la reprise, elle termine l'année avec moins 5,68 et puis elle a raté les 5 meilleurs, donc a vendu puis a attendu avant de rentrer, elle termine l'année à moins 24,68 Donc, vous avez encore là une autre preuve que ça semble trop magique, trop théorique quand on vous dit de rester investi, puis au contraire que c'est le temps d'acheter même, mais on en a une preuve graphique ici qui est, selon moi, très visuellement parlante pour la majorité des gens. Maintenant, c'est beau le passé, mais qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Encore une fois, on le répète souvent, au niveau des marchés, le passé n'est pas garant du futur, mais on a quand même des pistes sur lesquelles on peut réfléchir. Donc, les marchés, les perspectives de reprise économique sont assez positives. Donc, évidemment, là, ça va dépendre de chaque pays, mais de façon générale, la plupart des économistes s'entendent pour dire que le déploiement de la vaccination, donc l'arrivée rapide du vaccin et son déploiement, là, même s'il y a certaines embûches en ce moment, ça donne, dans le fond, une perspective assez positive. Par contre, pour 2021, mes collègues pourront donner leur point de vue tantôt, mais on anticipe quand même une bonne volatilité à prévoir en cours de route. Donc, ça pourrait être une année qui pourrait ressembler à 2020. Il va peut-être avoir une correction qui va arriver éventuellement aussi, mais de façon générale, les déterminants économiques globaux permettent d'anticiper que finalement, ça va être une année qui devrait être relativement positive. Mais il faut quand même accrocher notre sucre et s'attendre à ce que ça fluctue énormément, probablement, surtout en première partie d'année. Parce que je ne vous apprends rien, là, on a été reconfinés. Donc, tant que la propagation du virus ne sera pas contrôlée et qu'il y a des fermetures d'entreprises, du télétravail, donc il va quand même avoir des conséquences au niveau du niveau de consommation des ménages, puis ça affecte l'économie. À plus long terme, donc, ce qu'on voit aussi, c'est que comme les gouvernements ont massivement investi dans la relance économique, évidemment, là, les banques centrales vont maintenir des taux d'intérêt probablement très bas dans les prochaines années. La conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à énormément de rendement au niveau du revenu fixe. Donc, les rendements projetés là, dans les portefeuilles équilibrés de façon générale, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient quand même plus bas que dans les 10 dernières années à cause de la faiblesse là, du rendement au niveau du revenu fixe, surtout au niveau des obligations là, des gouvernements. Actuellement, on parle de 1 sur 10 ans. Donc, il y a énormément peu de rendement à aller chercher dans la portion sécuritaire du portefeuille. Puis, donc, pour cette raison, là, les actions vont demeurer relativement attrayantes là, dans les prochaines années. Et puis, on surveille les thèmes de l'investissement responsable, donc, qui était une tendance lourde dans les dernières années, mais qui s'est vraiment accélérée en 2020. Julie va vous en parler tantôt. Autre chose pour 2021, donc, il y a beaucoup des...
il y a beaucoup d'incertitudes au niveau économique pour les prochaines années. Donc, ça va être vraiment important pour les investisseurs de détenir une répartition d'actifs équilibrée là, dans les prochaines années. Même les investisseurs aguerris vont avoir de la difficulté à anticiper l'évolution des marchés. On ne sait pas encore tout à fait comment l'inflation là, va être affectée suite à la pandémie. Donc, évidemment, c'est sûr que selon moi, ça confère un avantage à la gestion active à ce niveau-là parce que tous ces éléments-là vont devenir de plus en plus complexes à prédire. Les mots-clés à retenir sont horizon long terme. Donc, si votre placement il est pour le long terme, encore là, vous pouvez être très optimiste parce que donc, on le voit qu'à long terme, il y a de la croissance qui est envisageable, surtout dans les marchés internationaux, marchés émergents. Donc, au niveau d'un portefeuille avec un horizon long terme, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour 2021. L'idée étant de maintenir la stratégie, les objectifs, puis d'ajuster votre portefeuille. Le plus grand dilemme va se retrouver au niveau des gens qui ont un profil très conservateur ou les gens qui ont un horizon de placement à très court terme qui voudraient faire de la spéculation. Donc là, d'une part, comme je vous ai dit, c'est plus difficile d'anticiper le marché en ce moment. Donc, la spéculation devient plus difficile. Et puis, pour les gens qui ont une tendance à être très conservateurs et absolument se réfugier dans le revenu fixe, bien là, on aura un dilemme entre sécurité et perte de pouvoir d'achat probablement à moyen terme. Donc, c'est vraiment des choses qu'on doit regarder avec vous dans les prochains mois. Concrètement, donc, ce qu'on fait dans les portefeuilles, réflexion actuellement sur la place et la qualité des titres de revenus fixes. Donc, pour la même raison que je le mentionnais tantôt, donc les actions vont demeurer quand même probablement plus attrayantes, même si c'est un peu plus risqué en termes de classe d'actifs. Faites attention à la surpondération des titres canadiens. Là, on le voit dans les principales catégories d'actifs. Les actions canadiennes sont revenues dans le positif, mais à peine à la fin de l'année. Donc, il faut faire très attention. Longtemps, les titres canadiens ont été considérés comme des valeurs plus sécuritaires des portefeuilles, mais en ce moment, il faut même revoir à la baisse cette proportion-là. On peut s'attendre à ce que le marché américain va performer, mais probablement pas à la hauteur de ce qu'on a vu dans les dernières années. Donc, vous savez peut-être, les rendements des indices américains sont largement influencés par quelques grandes entreprises, notamment technologiques. Donc, un des éléments vraiment à vous assurer en 2021, c'est d'avoir une bonne diversification des titres. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des grandes compagnies américaines qui font des gros rendements, mais ne pas investir de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Et puis à long terme, donc, ça fait quand même, c'était quelque chose qu'on voyait aussi, mais qui s'accentue en 2021. Donc, la croissance à long terme se trouve dans les marchés émergents. Donc, plein d'économies qui sont en train de passer, de développer des classes moyennes, de se développer, etc. Donc, il faut penser marché émergent. Mon conseil pour 2021, ça serait de prendre le temps de réviser votre plan d'investissement. Donc, bon, comme plusieurs l'ont soulevé, là, 2020, personne ne l'a vu venir. Hein. Comme je vous ai dit, on pensait qu'il allait y avoir une correction des marchés éventuellement avec une récession américaine, puis bang, la pandémie COVID a fait tomber notre château de cartes plus vite qu'on pensait. Donc, mais à long terme, dans le fond, ça fonctionne encore. Donc, c'est juste important de profiter là, du fait que les marchés se sont replacés pour vous réfléchir à votre tolérance au risque. Ça faisait 10 ans que les gens disaient qu'il y avait une très grande tolérance au risque. Je pense que comment vous avez réagi au printemps devrait être un indicateur de est-ce que c'était une tolérance au risque qui était surestimé parce que dans le fond, ça faisait 10 ans que les marchés montaient puis on n'avait pas connu de descente de montagne russe. Donc, c'est peut-être voir comment vous êtes comporté en 2020 par rapport à ça va vous donner des indices. Quels sont mes objectifs, mon horizon de placement? Diminuer votre exposition au titre de revenus fixes, donc pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. Miser sur la diversification. Un petit clin d'œil, être diversifié, ce n'est pas être éparpillé. Donc, c'est plus facile là, d'avoir une bonne diversification d'actifs quand on a une gestion globale du portefeuille puis qu'on fait une bonne analyse. La qualité des titres va être un enjeu pour moi en 2021. Donc, et garder le cap.
vous allez avoir quelques frissons en 2021. Vous allez probablement avoir très chaud. Ça va varier, mais gardez le cap sur la stratégie et soyez maître de vos émotions. En 2020, on a fait beaucoup d'achats périodiques là, pour les gros investissements. Selon moi, c'est encore un bon choix pour 2021, surtout si la somme de votre investissement est significative. Donc, vous allez en bénéficier. Là, on a un autre webinaire, on a parlé des achats périodiques, vous pourrez le réécouter. Et enfin, c'est improviser investisseur, une bonne idée. Dernière petite présentation pour moi. J'ai été invitée là, dans les médias à en parler dans le temps des fêtes. Il y a un article qui avait sorti qui mentionnait que entre juillet et décembre, là, le nombre d'utilisateurs de structures comme Wealthsimple avait augmenté de 80 donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à investir en bourse directement. Ce n'est pas surprenant selon moi parce que c'est quand même une tendance lourde qu'on observe depuis quelques années avec l'arrivée des outils technologiques. Et en 2020, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps à la maison. Donc, les gens on a tous vécu un peu le même genre d'année, beaucoup de temps pour aller sur Internet, pour faire du ménage dans nos trucs. Et puis, les gens aussi ont vu la reprise boursière et probablement ont été tentés d'investir. Pourquoi je dis que c'est un danger quand même? Pour moi, il y a des gens qui peuvent bien le faire, puis là, ça, c'est vraiment des gens qui ont la passion pour ça et le temps à investir, j'ai aucun problème. Mais seulement la preuve que les gens ne sont pas toujours les mieux placés pour gérer eux-mêmes leur argent, c'est que l'accroissement de cette utilisation des plateformes est arrivé à un moment où les marchés avaient déjà récupéré leurs pertes. Donc, les gens étaient rassurés, ont embarqué dans le marché, alors que travailler avec un conseiller, on sait très bien que quand ça n'allait pas bien au début de l'année, c'était si vous avez des liquidités, on investit. Donc, pour moi, c'est un des dangers qui guette l'investisseur autonome. Acheter ce qu'on connaît. Donc, évidemment, quand on a légalisé la marijuana, les gens voulaient savoir s'ils devaient acheter des titres de compagnies de cannabis. Quand les gens connaissent les titres, souvent, il n'est pas trop tard parce qu'il va quand même avoir une croissance, mais il y a des investisseurs professionnels qui ont acheté ces sites-là à des prix beaucoup plus bas et qui vont avoir beaucoup plus de gains. La difficulté d'obtenir de l'information pour des titres de marché étrangers. Donc, on l'a mentionné tantôt, la croissance à long terme, elle est à l'extérieur. Donc, c'est plus difficile d'investir dans des compagnies qu'on ne connaît pas. Et donc, ça demande énormément plus de temps en termes de recherche et d'analyse d'informations. Si on ne tient pas compte de la fiscalité du portefeuille, donc on peut être quand même bon pour choisir des titres d'investissement, mais dans le fond, on doit quand même se renseigner aussi sur la fiscalité. Donc, pour moi, c'est de fausses économies. Si votre motivation, c'est les frais de gestion, il faudrait comparer les rendements que vous aurez avec le rendement d'un portefeuille qui est géré par un professionnel net de frais. Mais si vous avez du temps tous les jours pour surveiller les marchés, la passion de le faire, évidemment, j'en ai des clients qui font ça, puis c'est super. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est possible de s'enrichir soi-même, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, ce que je vois de positif dans les outils technologiques en ligne, c'est que les gens ont une capacité d'épargner plus facilement. Donc, vous pouvez vous monter un portefeuille, puis le jour que votre actif commence à prendre une certaine forme, vous pouvez en confier une partie à un professionnel, puis garder la somme pour jouer, entre guillemets, que vous seriez prêt à perdre si jamais vous avez mal fait vos devoirs. Donc, voilà, j'ai terminé en disant, c'est prouvé que les gens qui travaillent avec un conseiller accumulent presque 4 fois plus de patrimoine sur 15 ans. Donc, c'est sûr que c'est trop facile pour moi. Je suis un peu biaisée, j'aime mon travail, je vais le valoriser, mais on a quand même des sources, là, des recherches qui le confirment parce que pour plein de raisons, le fait qu'on soit moins émotif, etc. Donc, les gens vont avoir de meilleures habitudes d'investissement, de gestion de leur patrimoine s'ils travaillent avec un professionnel. Donc, en conclusion, je vais laisser la parole à mes amis, mes collègues. Je terminerai en vous disant que 2021, pour moi, c'est un exercice de gestion des émotions qui s'en vient. Donc, gardez le focus sur les objectifs, les stratégies, poser des questions, mais restez rationnel, restez concentré. Puis 2021 devrait quand même être une année qui va bien se passer. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vais maintenant passer la parole à M. Francis Frappier pour sa présentation sur les prêts REER. Merci, Sandy. Très belle présentation. J'aime bien, tu as demandé notre opinion à nous deux dans ta présentation, entre autres.
pour le futur également, la volatilité va toujours être présente justement avec les gens qui ont plus d'outils et tous les robots et les algorithmes. Je pense que ça va bouger. À chaque journée, on va connaître des records de plus en plus parce que les marchés bougent tellement vite. Les outils technologiques sont là pour faire réagir. On a juste à le voir justement, si les gens qui manquaient les 5 journées plus importantes, on le voit, il faut être présent, il faut être investi. Et tu as parlé beaucoup de fois de diversification et non d'éparpillement. Je donne souvent d'exemples à mes clients de dire, l'éparpillement, c'est d'aller faire son épicerie à 4 endroits. Je m'en vais chez IGA, au métro, Super C, Maxi, peu importe. C'est comme si on allait faire l'épicerie à 4 places. Puis peut-être, dès qu'on connaît plus ou moins ça, l'investissement, mais c'est comme si aux 4 places, on achète 4 fois des bananes. Peut-être que si vous allez faire un écœurant petit aigu de manger des bananes. Fait que c'est important de faire confiance, comme tu parlais de solution globale avec un conseiller de confiance. Bref, je voulais faire un petit aparté à ce niveau-là. Donc, moi, je vais vous parler de prêt REER, entre autres. Bien entendu, on va faire un rappel de ce qui est un petit peu le REER. Comme que Sandy mentionnait, mon but n'est pas que vous donniez des spécialistes. La présentation est bien en partage, Julie ou Sandy? Oui, on voit très bien ta présentation, Francis. Parfait, super. Donc, merci beaucoup. Donc, effectuer un prêt REER pour 2021. Bref, voici ce que je vais vous parler aujourd'hui. On va se tourner. Tantôt, on a fait ça. Elle est belle ta photo. Merci. C'est très apprécié. Ah bon, et voilà. Sauvé. Fiu. Donc, un peu ce que je vais vous parler. Donc, je vais faire les REER en chiffres. On va bien entendu faire qu'est-ce qu'un prêt REER, comment il fonctionne avec les très grandes lignes. Comme je vous dis, consultez toujours votre professionnel, ça devient important pour les détails. On est là juste pour vous apporter de l'information, mais chaque cas est spécifique à vous-même. Donc, on personnalise vos données. Donc, l'importance d'un REER, ça sert à quoi? Les stratégies avec un prêt REER. On va revenir sur les courbes de la Ferrière. Si vous voulez plus de détails que ce que je vais faire, on a une super présentation. La dernière présentation, c'est Julie qui l'avait expliqué, je pense. Elle a fait une super de belle job. PCU, pour ceux qui l'ont reçu, donc de le prévoir et faire un retour très rapide des avantages du prêt REER. J'aime bien commencer avec une citation. Donc, je crains d'être grand, je ne crains pas d'être ingénieux. Le REER en chiffres, donc 18 %, c'est le chiffre à retenir. Donc, c'est 18 % du salaire admissible par année qu'on peut cotiser à notre REER. Par contre, ceux qui ont des facteurs d'équivalence, le petit FE sur la présentation, c'est ceux qui ont des fonds de pension. Et bien entendu, si on en a déjà cotisé dans l'année, ça vient réduire 18 % de ce salaire-là. Il faut faire attention, les hauts salariés ont un maximum de 27 230 $ au maximum pour le REER 2020. Il augmente d'une coupe de 100 $ pour 2021, c'est 27 580, je pense. Bref, on planifie 2020, donc on oublie encore un peu 2021. 2000, c'est le maximum excédentaire de cotisation à vie d'un REER. Donc, exemple, j'ai le droit de prendre 10 000 $ de REER. On pourrait cotiser 12 000 $ à ce moment-là, mais le 2 000 excédentaire ne pourra pas à ce moment-là être déduit immédiatement et il n'y aura pas d'impôt suite à ce montant-là. Par contre, si on le dépasse, il pourrait y avoir des pénalités. Donc, à faire attention de ne pas dépasser, de bien regarder vos avis de cotisation. 60 premiers jours de l'année qu'on peut cotiser pour aller sur l'année précédente. Donc, on a jusqu'au 1er mars cette année 2021 pour notre rapport d'impôt 2020. 1957, c'est la création du REER. Donc, ceux qui ont de l'arriérage dans le passé, donc vous n'avez pas assez pris, vous n'avez pas ce qu'on appelle maximiser vos REER, donc vos 18 % des années précédentes, il faut aller retourner jusqu'en 1957. Si vous avez cet âge-là, bien entendu, regardez encore là votre avis de cotisation du fédéral. Ils vont vous dire combien vous avez le droit de prendre. Quelques petites informations intéressantes. 35 000, ceux qui veulent acheter une première acquisition de maison. Donc, 35 000, c'est le maximum pour le RAP, donc le régime d'accès à la propriété. Et également 20 000 pour le REP, donc lui qui est plus le régime pour les épargnes, pour les études permanentes. Et 71, donc 71 ans, c'est l'âge obligatoire pour convertir le REER en fer.
Pourquoi un REER? Donc, le moi, c'est vous en réalité. Donc, dire, ben, pour moi, un REER, c'est de l'épargne. Ça pourrait être un très gros coussin s'il arrive vraiment une méga bad luck. Bien entendu, si on sait qu'on veut se constituer une retraite. C'est un abri fiscal. Un abri fiscal, c'est simplement qu'on ne paye pas d'impôt durant le temps que c'est investi. Dans le cas d'un REER, c'est un report d'impôt. Donc, on va repayer de l'impôt plus tard. On a les études avec le REP, l'achat de la première maison avec le RAP. Il y a des nuances, là, ceux qui veulent racheter, se sont séparés ou peu importe, là, où ils veulent acheter une maison. Il y a des spécifications là, à regarder. Bien entendu, on va très souvent utiliser ou principalement utiliser le REER pour faire des économies d'impôt. Et bien entendu, on va rentrer quelques stratégies à travers ça, dont la stratégie du prêt REER. Donc, c'est quoi un prêt REER? C'est un prêt, donc tout simplement qui va être contracté auprès de un de nos fournisseurs. Donc, oui, nous faisons des prêts REER avec nos compagnies. Donc, on le fait pour vous. Ça peut être calculé d'une période entre 12 et 120 mois. Ça permet aussi de différer le paiement. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, je veux faire le prêt, mais je vais attendre d'avoir mon retour d'impôt pour pouvoir le rembourser. Donc, on aurait possibilité de ne pas payer immédiatement à chaque mensualité. Ce qui est très plaisant de ce type de prêt-là, c'est que pour la quasi-totalité des prêts, c'est qu'on peut les rembourser sans aucun frais. On peut prendre un délai de 5 ans, puis après 3 ans, bien, on a l'argent, on peut clairer ce qui reste à clairer. Également, il y a certains prêts qui ne font même pas d'enquête de crédit. Ça n'apparaît pas sur le crédit, donc ça devient intéressant. Ça ne va pas baisser notre fameuse cote. Et un des points très intéressants, c'est qu'on a un taux d'intérêt qui est très bas. Pas aussi bas que les hypothèques aujourd'hui avec la baisse des taux, mais qui est plus bas que des marges ou des cartes de crédit ou des marges ou un prêt personnel. Ce qu'on peut faire comme stratégie avec le prêt REER, je vous donne un exemple ici, c'est vraiment à titre d'exemple. Exemple, quelqu'un qui avait 5 000 à investir en liquidité, on peut aller calculer que le retour potentiel ou l'économie certaine, le retour, tout dépendant combien vous en avez payé dans l'année, mais on aurait une économie sûr et certain de 4 667 $. Donc, la stratégie, donc on pourrait dire, bien, je vais mettre le 7 000, donc le tableau un petit peu à gauche. On pourrait dire, bon, j'ai mis 7 000, je vais attendre mon retour d'impôt qui va me donner 2 800, donc 40 du 7 000 donne 2 800, et d'aller réinvestir l'année d'après le 2 800. Donc, on va avoir investi immédiatement 9 800 $. La stratégie, donc, aller emprunter le 4 667 $, d'investir votre 7 000 $ que vous étiez prêt à faire. Donc, on va avoir investi le 11 667 $. On va avoir le retour de 4 667 $ qui va être remis sur le prêt. L'avantage, c'est qu'on va avoir investi 11 667 $ moins le 9 800 $. Par contre, il faut juste prévoir le 34 $ parce que le temps que le prêt a été mis en place, le temps d'avoir le retour d'impôt, on pourrait présumer qu'il y a environ 34 $ d'intérêt à ce niveau-là. Une autre stratégie, on est dans les courbes de la Ferrière, comme je vous mentionnais d'entrée de jeu. Vous pouvez aller voir notre ancienne présentation pour plus de détails à ce niveau-là. Vous avez, vous avez les courbes de la Ferrière qui expliquent. Donc, j'ai pris la courbe 242. Donc, c'est un couple, 2 revenus, 60-40 au niveau des pourcentages, qui ont 2 enfants, qu'il y en a un qui a moins de 6 ans. Et il y aurait un frais de garde de 6 825 $. Donc, on s'aperçoit que ici, c'est des sommes, c'est des revenus qui sont sont plus bas aux yeux du gouvernement et le gouvernement est prêt à aider ces gens-là. Donc, d'aller donner des allocations familiales plus élevées, d'aller donner le crédit de solidarité, TPS, TVQ. Donc, c'est des chiffres que vous pouvez faire calculer avec votre comptable. Par contre, c'est toujours à regarder parce qu'il y a des, je ne peux pas dire anomalies, mais des drôles de tableaux, de courbes qui permettraient de faire des calculs très intéressants. Donc, utiliser la fiscalité et d'avoir plus d'argent dans vos poches. Avec la stratégie, tout simplement, du prêt, donc, on va voir ici que si j'avais un couple qui avait, un exemple, un 100 000, bien, ça serait intéressant de faire descendre les revenus pour venir au premier cercle à la gauche et d'avoir les retours globaux d'impôts et d'allocations, exemple, au maximum. Donc, j'ai fait un petit cas très rapide.
On a un cas ici, exemple, que chacun du couple prendrait un prêt de 24 000 chacun. Ça leur ferait un coût de 433,66 bien entendu, à chaque mois. Comme je mentionnais, ils gagnent 100 000, donc 50 000 chacun. Et ce que ça ferait à la base, oui, on aurait un retour d'impôt de 7 025 par chacun. Par contre, avec la stratégie d'aller chercher avec un prêt, comme on montrait avec les coupes supplémentaires, ça ferait diminuer les revenus imposables. Donc, le gouvernement, le REER permet de diminuer l'impôt et on pourrait avoir un retour supplémentaire qui équivaut à 17 donc un 8 159 de plus dans vos poches qui arriverait au cours de l'année dû aux allocations, au crédit ou peu importe la situation. 1, 2, 3 enfants, là, ça serait regarder votre courbe, mais là, on est dans la courbe de 2 enfants. Donc, ça devient très intéressant et on peut se dire, bien, le prêt coûte pas cher d'un certain sens, donc, et on investit la somme, donc on s'aide aussi pour les gros coups durs ou bien entendu pour la retraite dans le futur. Cette année, il y a des gens qui ont eu de la PCU, donc c'est simplement de la prévoir. Donc, l'idée du prêt REER à travers ça pourrait venir vous aider si vous n'avez pas mis assez d'argent de côté pour prévoir l'impôt additionnel. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on fonctionne par palier. Lorsque vous avez un salaire de base, dans l'exemple ici, à la gauche, dans le tableau, on a des revenus. Exemple, si vous avez gagné 25 000, 45 000 ou 70 000 et vous avez reçu 12 000 de PCU, donc ce 12 000-là qui n'a pas reçu d'impôt va se faire imposer avec un impôt additionnel. Donc, exemple, si vous êtes à 25 000 on rajoute le 12, il faut prévoir un impôt additionnel de 3 300 et ainsi de suite à 45 000, un impôt de 3 900. Et si vous avez fait 70 000 plus la PCU, prévoir 4 400 d'impôt additionnel. Donc, l'idée d'aller chercher un prêt REER pour aller contrer ça, comme dans l'exemple que je vous ai montré de la stratégie d'aller chercher plus d'emprunts pour avoir l'économie d'impôt substantielle, ça pourrait être très intéressant et ne pas payer l'impôt au gouvernement. Donc, vous le donnez à vous, d'investir pour vous, d'être plus riche pour plus tard et d'enrichir votre retraite. Donc, en simplifié, au niveau des avantages, au niveau d'un prêt REER, bien entendu, le but premier, c'est de constituer un bel investissement pour la retraite. Le prêt, c'est à faible taux. On peut faire un paiement différé. On peut choisir l'amortissement entre 12 et 120 mois, 120 mois pour ces 10 ans. Donc, on peut aller chercher vraiment des paiements plus bas grâce à ça. Certains prêts demandent 0 en quête de crédit, donc on n'entache pas votre crédit. On va aller chercher ces droits inutilisés. Donc, on peut revenir dans le passé, bien entendu, grâce aux prêts. Donc, ce n'est pas rare que je vais utiliser des stratégies d'aller chercher des 50, 60 000 à certains clients pour les aider et aller chercher plus d'allocations, d'aider pour la retraite. Plusieurs stratégies qui sont à jaser avec vos professionnels. Bien entendu, ça réduit les impôts. Stratégie pour le RAP. Donc, on pourrait aller emprunter une somme, d'investir cette somme-là temporairement 80 jours et plus dans un REER. Lorsqu'on arrive pour acheter la maison, on décaisse le REER, on rembourse le prêt. Donc, on tombe avec plus de prêt. On a payé simplement l'intérêt. Mais l'avantage de ça, c'est que dès qu'on a pris des REER, on a reçu un retour d'impôt. Donc, si on reçoit, exemple, un retour de 10 000 parce qu'on a pris 35 000 de REER pour acheter notre maison, mais ça fait un 10 000 accessible de mise de fonds, payer le notaire au niveau de l'achat de la maison. Par la suite, on a 2 ans de sursis et il faut rembourser le RAP sur 15 ans. C'est la même stratégie avec le retour aux études, avec le REP. Par contre, il faut le rembourser, lui, dans une période de 10 ans. Comme je mentionnais, avec les stratégies, on fait augmenter aussi les crédits, les allocations de programmes gouvernementaux. Et bien entendu, ça dépend comment on veut faire la stratégie, mais lorsqu'on reçoit un retour d'impôt, donc un remboursement d'impôt, il y a des gens qui vont épargner plus. Donc, le retour, ils vont l'épargner de nouveau, soit rembourser une dette, faire des rénovations ou partir en voyage bientôt. On s'entend bien entendu avec la situation du COVID, c'est un petit peu moins facile. Donc, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est prends-toi un prêt REER ou prends-toi des REER, tes rénovations ou ton voyage vont être payés par le gouvernement. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. On va y répondre après notre présentation. Sur ce, je repasse le flambeau à notre cher ami
Julie. Julie. Oui, je cherchais. Ben, en même temps, tu sais, un homme faire deux choses. Tu as ta présentation pour te présenter. Bref, ma chère Julie, je te présente. Vas-y avec ta belle présentation au point de vue de l'investissement responsable. Oui, merci bien, Francis. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez la présentation? Yes. Oui. Super. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, je vous parle de l'investissement responsable. Est-ce rentable? Nous sommes de plus en plus conscients de notre empreinte écologique qu'on laisse. Est-ce que vous êtes de ces investisseurs qui se soucient de l'impact de leur placement sur l'environnement ou peut-être même sur la société en général? Chose certaine, les notions d'investissement responsable se répandent à vue d'œil. On voit de plus en plus d'articles sur l'investissement responsable. Et il est faux de penser qu'il faut sacrifier du rendement quand on parle d'investissement responsable. En fait, c'est le contraire qui se produit. Et en tant que spécialiste en investissement responsable, je suis convaincue qu'elle apporte une valeur ajoutée au portefeuille des investisseurs. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, ce midi, mon objectif, c'est de vous sensibiliser à l'investissement responsable. Donc, commençons d'abord par une petite définition. L'investissement responsable, en fait, c'est une approche, une philosophie qui, en plus de tenir compte des critères financiers habituels pour évaluer les entreprises, elle intègre en fait les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu'on va appeler les facteurs ESG, dans le processus de placement. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées quand on parle d'investissement responsable, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les facteurs ESG. Alors, quels sont les facteurs ESG? Eh bien, nous avons le E pour le facteur environnementaux, qui est probablement le facteur le plus connu. Donc, c'est-à-dire l'énergie consommée par une société, les déchets qu'elle produit. Le E tient également compte des émissions de carbone, des changements climatiques. Donc, on a également le S pour les facteurs sociaux, donc c'est-à-dire les relations que la société entretient avec la population, mais aussi sa réputation qu'elle a avec la société. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les employés, les clients, la population sont traités correctement quand on parle des facteurs sociaux? Le G, lui, quant à lui, c'est les critères de gouvernance, c'est-à-dire les pratiques et les systèmes internes de contrôle. Est-ce qu'elles appliquent les bonnes pratiques de gouvernance? Donc, est-ce qu'elles favorisent une diversité, entre autres, au sein de leur comité de direction? Est-ce qu'ils ont mis en place des politiques anti-corruption? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser quand on regarde les facteurs de gouvernance. Et si vous ne faites pas attention aux facteurs ESG, eh bien, vous analysez seulement qu'une partie du placement. Donc, en fait, c'est un processus de décision qui consiste à ne pas se limiter uniquement à l'analyse traditionnelle financière dans la sélection des titres, comme en regardant les bilans, les états financiers ou les bénéfices de l'entreprise, mais de considérer également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance inhérentes aux activités de l'entreprise. Donc, dans le but justement de créer une valeur ajoutée pour les investisseurs et de générer un impact positif pour toutes les parties prenantes. En fait, c'est gagnant-gagnant, autant pour les investisseurs que les actionnaires, mais aussi les employés, la collectivité, puis aussi la planète dans son ensemble. Donc, ça consiste en fait à superposer là, ces deux analyses-là, donc l'analyse financière traditionnelle et l'analyse ESG, afin de prendre en fait les décisions de placement les plus éclairées possibles. Voici en fait quelques chiffres sur la croissance de cette nouvelle tendance-là.
Aujourd'hui, en investissement responsable, on parle au niveau mondial, on parle de 30 billions d'actifs. Les actifs ESG canadiens montent à eux 3,2 billions de dollars. Donc, c'est une croissance de 48 sur une période de 2 ans. Puis, le Canada est le pays qui enregistre la plus forte croissance. Évidemment, ici, la grande majorité de nos actifs, elle est détenue par les banques, les caisses de retraite, les fondations, mais les fonds communs de placement sont issus aussi de l'investissement responsable, a augmenté de 36 au cours des 2 dernières années. Et dans le contexte particulier là, qui est engendré par la pandémie, Sandy l'a mentionné un petit peu plus tôt dans sa présentation, on peut penser que la crise sanitaire actuelle va accélérer un peu les préoccupations environnementales, sociaux et de gouvernance aux politiques et aux stratégies de placement d'investissement. Donc, on devrait voir également une croissance pour les fonds d'investissement responsables. Pourquoi investir? C'est quoi en fait les avantages de l'investissement responsable? Eh bien, l'investissement responsable peut réduire l'exposition à des risques qui ne pourraient ne pas être visibles si on fait que regarder les états financiers d'une entreprise. Donc, quand on analyse les performances ESG d'une entreprise, en plus de l'analyse financière, eh bien, ça fournit une vision plus juste de qualité de la gestion de l'entreprise et de ses perspectives aussi de réussite à long terme. Donc, on optimise la gestion de risque avec l'analyse des facteurs ESG. Je vous ai préparé des petits exemples concrets. En 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une plateforme pétrolière qui a explosé, qui a tué 11 membres d'équipage et causant le plus grand déversement de pétrole jamais enregistré dans les mers, dans les eaux américaines. Donc, évidemment, c'était une tragédie humaine et évidemment une catastrophe environnementale, mais aussi un gros problème pour les actionnaire parce que le cours de leur action a chuté de 43 suite à l'explosion. Donc, comment un investisseur peut prévoir un tel événement? Eh bien, dans le cas de BP, au cours des 3 années qui ont précédé cette explosion-là, les régulateurs avaient cité BP pour 760 chefs de violation de sécurité qui avaient qualifié de délibérés et de flagrants. Donc, il y avait des signes avant-coureurs qui étaient là, mais pour les voir, en fait, il fallait regarder le dossier de santé et sécurité de l'entreprise plutôt que regarder uniquement les états financiers. Donc, en d'autres termes, il fallait tenir compte des facteurs ESG pour pouvoir voir ce risque potentiel-là. L'image de droite illustre, en fait, c'est la chute du cours boursier de SNC-Lavalin après que la presse ait relayé, a mis en avant la corruption dont elle était accusée au début de 2019. Eh bien, l'action a perdu 69 également. Souvent, là, les articles négatifs sur les entreprises dans les médias impliquent souvent justement des questions de ESG. Pour vous en nommer qu'une autre, rappelez-vous aussi des émissions polluantes de Volkswagen dévoilées en septembre 2015. Une fois que ça a été rendu public, le cours de l'action de Volkswagen, en fait, a baissé de 35 en une semaine. Donc, le MSCI, qui se trouve être l'indice mondial, avait radié Volkswagen de l'indice MSCI ESG, qui se trouve être l'indice justement mondial pour l'investissement responsable, juste avant ce dévoilement-là. Donc, ils les avaient radiés en mai 2015, justement parce qu'il y avait des signes d'alarme. Donc, souvent, il y a des signes précurseurs, mais on doit examiner les facteurs ESG pour pouvoir les repérer. Je vous présente ce petit graphique qui, en fait, c'est les rendements du 19 février au 23 mars dernier. Si on se rappelle, hein, ça a été le creux des marchés de l'année dernière.
Donc, ça résume en fait la performance de 3 grandes catégories d'actions et compare les investissements responsables aux fonds d'action ordinaires. Donc, on peut conclure que d'intégrer les facteurs ESG dans la sélection des titres aide à réduire ou à faire en fait une meilleure gestion du risque. Parce que vous constatez que dans un marché très volatile, comme on a connu du 19 février au 23 mars, les fonds investis de façon responsable ont perdu un petit peu moins. Un autre avantage de l'investissement responsable, eh bien, c'est d'améliorer la performance financière à long terme en repérant des occasions de croissance. En 1800, on était 1 milliard d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est 7,6 milliards de personnes. Puis on prévoit qu'en 2030, la population mondiale va atteindre 8,5 milliards d'individus. Ça fait du monde, ça. Donc, on estime que le monde aura besoin de 50% de plus de nourriture et d'énergie. Et en plus, on va avoir besoin de 30% d'eau supplémentaire. Donc, comment on va faire pour ne pas épuiser nos ressources? Eh bien, il y a certaines sociétés novatrices qui se spécialisent dans la gestion des ressources. Donc, les entreprises spécialisées dans l'optimisation des ressources et le développement durable vont constituer en fait d'excellentes occasions de placement. Donc, si on pense pas au développement durable dans un avenir rapproché, bien, on risque de passer à côté de belles occasions de placement. Donc, une démarche d'investissement responsable permet justement aussi de découvrir des nouvelles occasions de placement qui autrement auraient pu être ignorées. Quand on pense à améliorer aussi le rendement à long terme, il y a un petit tableau aussi qui vous fait une comparaison des rendements de 1, 3 et 5 ans des fonds qui sont orientés vers l'investissement responsable versus des fonds traditionnels. Dans 90% des cas, les placements en investissement responsable ont enregistré des rendements identiques ou sinon supérieurs à ceux ayant suivi des approches plus traditionnelles d'investissement. Donc, l'idée que l'investissement responsable se traduit toujours par des rendements inférieurs, eh bien, c'est un mythe, en fait. Et pour finir, l'investissement responsable vous permet de faire travailler davantage votre argent de sorte qu'elle puisse à la fois, évidemment, vous enrichir, mais aussi faire une différence positive dans le monde. En tant qu'investisseur, on investit en grande partie pour notre futur, pour notre retraite, mais comment les sociétés dans lesquelles on investit font-elles une différence ou vont faire une différence positive sur notre futur? Eh bien, l'investissement responsable est peut-être une partie de la solution. Donc, en combinant l'approche traditionnelle à l'analyse des facteurs ESG, on fait une meilleure gestion du risque et on offre des nouvelles occasions de placement. Donc, l'investissement responsable peut contribuer à créer un monde meilleur pour tous et bien sûr, vous enrichir. Donc, moi, je vous invite à en discuter de cette approche-là avec votre conseiller. Donc, tout à l'heure, Sandy, vous m'avez demandé, tu demandais c'était quoi un petit peu notre opinion sur les marchés, la tendance cette année. C'est sûr que j'aborde dans le même sens que vous, en fait, c'est que il faut éviter les distractions puis demeurer concentré sur nos objectifs à long terme. Souvent, on se laisse aller par l'émotivité, l'impulsivité au niveau de l'investissement. Je dirais que c'est le pire ennemi, hein? Donc, gardez en tête votre horizon à long terme. Donc, en conclusion, évidemment, de ce premier webinaire-là, je tiens à remercier nos clients et puis nos partenaires qui ont accepté notre invitation ce midi. Évidemment aussi, je remercie Sandy, Francis, de votre collaboration. Hein, c'est toujours agréable de travailler avec vous. Et je cède maintenant la parole à Francis.
Merci, Julie. Donc, merci à vous deux également. C'est toujours un bonheur de faire ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le temps de les écrire. On va y répondre, bien entendu. Donc, on en a une présentement que j'ai sous les yeux, donc qui est pour au niveau de l'investissement responsable. La question qu'on a, c'est comment sont établis les facteurs ESG? Oui, je pense que ça s'adresse à moi. Ben, à tous, là. En réalité, on peut tous répondre. Mais vas-y, Julie, si on complétera. Bien, en fait, les facteurs ESG, présentement, ils sont pas, ils sont déterminés, en fait, selon les différents critères. Comme tout à l'heure, j'ai mentionné que, entre autres, au niveau social, c'était de s'assurer, en fait, que la population, les clients soient bien traités. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de leur conseil d'administration, il va y avoir des gestionnaires qui vont être sur les conseils pour justement les aider à prendre des décisions plus éclairées, à favoriser justement que leur conseil inclut des femmes. Donc, c'est en étant présent au conseil d'administration que souvent on est capable de faire changer ou d'avoir une certaine influence pour que les facteurs ESG soient mis en place. Je ne sais pas, Sandy ou Francis, vous vouliez ajouter autre chose là-dessus? En fait, au niveau, tu as bien expliqué tantôt la signification du E, du S, du G. Donc, chaque société d'investissement, finalement, va se mettre des critères en fonction de ça sur comment eux évaluent le titre dans lequel ils devraient investir. Puis, peut-être mentionner que il y a différentes approches. Donc, il y a l'approche d'inclusion des facteurs ESG, puis l'approche d'exclusion. Donc, peut-être une piste aussi éclairante à regarder dans les choix d'investissement, c'est qu'il y a certaines compagnies de placement, par exemple, avant d'investir dans un titre de compagnie, ils vont regarder les critères ESG. Et puis, si la compagnie, dans le fond, ne répond pas suffisamment à des standards élevés dans le ESG, vont simplement ne pas investir dans cette compagnie-là. Donc, on parle d'exclusion des facteurs ESG, avec les facteurs ESG. Et dans d'autres cas, on va parler qu'on va favoriser finalement à analyse financière intéressante entre deux compagnies. On va prioriser toujours celles qui ont une meilleure cote au niveau des critères ESG. Parfois aussi, les sociétés d'investissement, si dans le fond, entre deux compagnies, ils hésitent puis qu'ils trouvent qu'il y en a une des deux, que le niveau ESG n'est pas assez élevé, ils vont investir avec des conditions. Donc, c'est là que Julie vient de dire, ils vont demander à ce qu'il y ait des représentants de la compagnie de placement qui soient au conseil d'administration pour influencer une meilleure gouvernance, influencer des meilleurs choix environnementaux, mettre en place des programmes ou investir dans des projets spécifiques qui ont un impact dans la communauté. Donc, oui, ça se peut que McDo, par exemple, pourrait faire partie d'un fonds d'investissement responsable, même si ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est parce que, dans le fond, à ce moment-là, ça serait un fonds qui probablement voudrait influencer les choix de la compagnie en mettant en œuvre différents programmes qui vont favoriser le ESG. Donc, c'est sûr que c'est très sommaire comme explication qu'on vous donne, mais je vous invite à poser vos questions à Julie, Francis ou moi, là, dépendamment de qui est votre conseiller. On pourra en parler davantage en un à un. Ouais, je compléterais là-dessus, c'est ça. En réalité, oui, c'est une liste de critères. Il y a un score sur 100. Ça donne un chiffre et de là, c'est là que vous pourrez avoir les différences. Et je vais faire une aparté importante entre le ESG et l'investissement responsable. Mais il y a aussi des entreprises spécialisées, des gestionnaires spécialisés qui vont être juste uniquement au point de vue des investissements responsables. Donc, c'est sûr que ESG et investissement responsable, il y a une différence aussi à ce niveau-là. Comme on dit, un McDo même pourrait être un ESG, mais probablement ou très fortement, ce ne serait pas un investissement responsable. Bref, avoir les critères. Je n'ai pas regardé McDo, je ne l'ai pas analysé, mais ces firmes-là spécialisées, ces gestionnaires-là spécialisés sont capables de faire la distinction. Et s'il y a des gens qui veulent vraiment d'être investissement responsable, donc que ça soit 100% vert, toujours dans une optique que l'entreprise a été créée pour ça, il y a moyen de le faire également. Oui, mais en fait aussi, Francis, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a plusieurs stratégies à l'investissement responsable. Tout à l'heure, Sandy l'a mentionné, il y a l'inclusion, l'exclusion, stratégie d'impact.
Aujourd'hui, j'ai vraiment plus focusé là, sur les facteurs ESG, mais évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Donc, informez-vous là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de McDo, mais d'après moi, c'est parce que j'ai vraiment faim. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Donc, je trouve ça assez cocasse. Je cherchais un exemple, puis c'est le McDo qui m'est apparu. Ouais. Donc, merci tout le monde. Ça va être tout pour aujourd'hui. Évidemment, les questions, gênez-vous pas là, en tout temps. Appelez-nous. C'est le temps des REER. On va se parler bientôt. Puis, on est toujours content de vous retrouver en live, en bon français. On va aussi diffuser le webinaire sur Internet, donc sur YouTube, si vous voulez le réécouter ou le partager à des membres de votre famille, des collègues, des employés. Gênez-vous pas. Dans le fond, notre objectif, c'est de communiquer avec nos clients, mais c'est aussi de faire notre contribution là, pour l'éducation financière. Donc, on vous invite à partager. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, essayer de profiter du plein air. Ce qui nous reste à faire cet hiver, c'est de profiter de la nature. Donc, je vous invite à sortir de la maison. Merci beaucoup pour les présentations intéressantes. Merci. Merci, Mme Bernier.